Bien, bonjour Adrien Munier. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre d'une série d'entretiens sur la Chine, parce que vous avez créé l'Observatoire des Nouvelles Routes de la Soie, donc vous êtes le directeur aujourd'hui. Et donc l'entretien sera principalement axé sur ce sujet. Mais avant toute chose, puisqu'on s'intéresse quand même aux trajectoires personnelles de tout un chacun, notamment quand ces trajectoires nous amènent à nous intéresser à des sujets qui sont pas valorisés ou médiatisés positivement, comme la Chine. On aimerait savoir un petit peu, voilà, d'où vous venez, quel est votre, qu'est-ce que vous avez fait comme études, votre âge, votre métier, et d'où vous vient cet intérêt pour la Chine. Bonjour, merci tout d'abord pour l'invitation. Alors côté présentation, donc j'ai 30 ans, bientôt 30 ans, donc quelques mois. Dans ma première activité, je suis attaché d'administration de l'État au ministère de l'Éducation dans les Yvelines. J'ai créé donc l'Observatoire français des Nouvelles Routes de la Soie en 2018, mais c'était en lien avec mon parcours universitaire, grand passionné évidemment de géopolitique, de relations internationales. Et lorsqu'on s'intéresse à ces sujets, on est forcément avec un attrait pour la Chine, qui est un acteur incontournable aujourd'hui. Donc j'ai effectué entre ma licence d'histoire et mon master de relations internationales une année tampon, je dirais, en Chine, donc bien loin de Pékin, bien loin de Shanghai, à l'ouest de la Chine, dans la ville de Lanzhou, dans la province du Gansu. Donc cet ouest chinois qui me fascinait pour d'autres raisons que la géopolitique, des raisons plutôt les grands espaces, la nature. Et puis quand j'étais pendant cette année universitaire, j'ai vu le développement des nouvelles routes de la soie qui ont été lancées en 2013, mais également en 2014 et 2015 dans les régions de l'Ouest pour les désenclaver économiquement. Donc c'était justement sur le chemin de l'université, tous les jours, je constatais des réunions liées aux nouvelles routes de la soie, et même autour de moi, tous les étudiants. Ce n'étaient pas des étudiants comme j'avais l'habitude de rencontrer à Lyon, mais c'était des étudiants d'Asie centrale, d'Afrique de l'Est, et puis des pays de l'ASEAN également. Donc, ce sujet était toujours en fil dans tous les cours, dans tous les enseignements. On mentionnait les nouvelles routes de la soie comme une publicité, comme une petite marque qu'on essayait de faire adhérer, en tout cas, aux étudiants. Donc voilà. Ensuite, je suis rentré en France, master de relations internationales, et puis j'ai également travaillé en Afrique, à Dakar, pour la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. C'est un attrait, la francophonie depuis la licence. Et donc finalement le lien, il est que de créer cet observatoire, c'est pour les francophones, une plateforme francophone. C'est pour ça qu'elle n'est pas que française, même si elle porte le nom du français. Nous travaillons avec des chercheurs. Nous les traduisons également parce que nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup de travaux en langue française sur cette question. Alors c'est un sujet de niche, mais en tout cas, ça paraissait intéressant justement de le partager dans notre langue pour essayer de compenser également les articles et les travaux qui sont souvent idéologiquement chez les universités anglo-saxonnes très orientés. Voilà, donc après pourquoi la Chine ? J'ai quand même beaucoup voyagé, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 20 ans. J'ai pu traverser l'Amérique du Sud, les Balkans, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord également, l'Afrique, et puis je suis allé vivre donc également en Chine. Donc tout ça fait que j'essaie toujours de me mettre à la place des populations, des sociétés, et je pense que même cela, ça doit être appliqué à notre quotidien de citoyen. Toujours se mettre à la place de l'autre, c'est peut-être la plus grande difficulté de l'humain, mais voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai créé, dans un domaine qui me plaît, la géopolitique, l'Observatoire. Et qu'est-ce que vous avez étudié du coup en Chine? Qu'est-ce que vous avez pensé de
l'organisation de l'enseignement supérieur en Chine? Alors, comme c'était une année, je dirais, de césure, il y avait évidemment tout un travail autour de la langue, du mandarin, la culture, mais on pouvait également prendre des cours d'option en lien avec justement les relations internationales ou toute autre chose. Moi, j'ai pris cela. Alors, concernant l'enseignement supérieur en Chine, c'est différent de la France, c'est sûr. Beaucoup de disciplines, beaucoup d'apprentissage par cœur, ça c'est vraiment la grosse différence avec l'enseignement supérieur français. Finalement très peu de liberté en termes de réflexion, il faut bien le dire. C'est lié à l'apprentissage du par cœur également. Mais moi, j'avais insisté sur un point. L'expérience que j'ai eue là-bas, c'était par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, finalement, par rapport aux Ouïghours, au Xinjiang, etc., et à la place de la religion musulmane, parce que je suis allé à Lanzhou, donc dans une région où la minorité de la ville et de la province est musulmane, la minorité rouée. Et ça, c'était très intéressant parce que quand je suis revenu et que j'entendais un discours comme quoi il n'y avait pas de place pour la religion, etc., qu'on détruisait des mosquées, il y a eu vraiment une image frontale avec ce que j'ai vécu là-bas. Dans la ville de Lanzhou, il y a une grande mosquée au milieu de la ville, et tous les étudiants venaient d'Asie centrale, justement, ils étaient de confession musulmane. Donc même la cantine, il y avait des plats et des salles réservées pour eux, les prières également. Donc quand j'entends des choses comme ça, c'est ça que j'ai beaucoup appris durant cette expérience dans l'Ouest chinois. Et ça, je n'aurais pas pu, en tout cas, le voir si j'avais fait des études à Pékin ou à Shanghai, par exemple. Vous avez voyagé un peu quand même dans le reste de la Chine? Oui. À l'ouest. Non. Alors c'est vrai que l'Ouest me fascine pour les grands espaces, mais je suis également allé dans le Sud. J'ai exploré, je pense, bien déjà 8 à 10 provinces. Pékin, évidemment, plus de 5 fois. Mais oui, j'ai pu explorer de nombreuses provinces, mais c'est vrai que j'ai une attirance pour l'Ouest parce que on peut vivre au contact finalement des Tibétains, de la minorité rouée musulmane, des Han, et on s'aperçoit qu'on est loin, très loin du discours que l'on entend tous les jours dans les médias occidentaux. Et c'est aussi cela sur lequel j'insiste quand je rentre en France et en Europe, quand j'ai des discussions, c'est la méconnaissance totale. Et c'est assez grave parce que quand même un grand pays, la Chine. Je respecte évidemment tous les pays, mais quand il y a une méconnaissance d'un petit pays insulaire du Pacifique, bon, on peut l'accepter. Mais on parle quand même de la future ou actuelle première puissance économique mondiale, avec des minorités et une diaspora par-delà le monde. Et malgré ça, lors des discussions même de haut niveau, même dans l'enseignement supérieur, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes terribles sur la connaissance de la culture ou même de la philosophie, qui est très important pour comprendre un peuple. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que c'était très différent et une expérience très enrichissante en tout cas. Et au niveau de la vie quotidienne, à quoi ça ressemble la vie là-bas? Vous étiez du coup dans la ville de Lanzhou, vous étiez en appartement, oui. Comment ça se passe la vie le soir, les espaces publics, est-ce qu'il y a des infrastructures, la restauration, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait là-bas en Chine en dehors des études, en gros bien sûr. Oui, j'étais donc en appartement, donc vraiment au cœur de la ville, dans une résidence. Eh bien, c'est pareil, c'est très différent. Alors, différent, ça dépend de quelle ville et d'où l'on vient. D'un petit village, d'une petite ville en France, c'est sûr que, mais il y a toujours des réunions dans des lieux publics, notamment les places, les jardins. On a toutes les générations qui se mélangent. Je crois que c'est ça aussi. Peut-être la grande différence avec ici, toutes les générations se mélangent. L'importance de la famille. Encore, malgré toute cette modernité qui est venue influencer le développement chinois et de la société. Les infrastructures sont de très bonne qualité. Pareil, quand on parle d'écologie, de développement durable aujourd'hui en Europe, et qu'on fait un petit effort sur quelques bus, sur quelques trains, je souris parce que quand on voit les villes là-bas, il n'y a pas un bruit. Il n'y a plus de bruit dans certaines villes en Chine de deuxième et de premier niveau. Dans certains quartiers, les bus sont intégralement à l'hydrogène. Enfin,
électriques. Bref, les scooters, pareil. Les voitures de plus en plus, avec les fameuses plaques vertes qui sont le symbole des voitures électriques ou hybrides. C'est ça qui frappe. Et puis le quotidien, beaucoup évidemment d'animation dans les bars, dans les restaurants. Ils se retrouvent les soirs entre jeunes également. Beaucoup de sport très visible dans les parcs, le basket qui règne dans les activités sportives, et puis des événements aussi d'associations par génération, des comités de quartier, certaines solidarités envers toujours les anciens. C'est ça moi qui m'a frappé, la solidarité envers les anciens. On parle de sujets, nous, ici en Europe, avec les EHPAD, voilà. Ça fait réfléchir énormément. Donc, c'est une réflexion au quotidien, finalement. Donc, les gens sont assez souvent dehors, finalement. Ça sous-entendrait qu'ils ont un certain temps extra-professionnel pour se retrouver. Ah oui. Après, ça aussi, il faut nuancer. Ce qu'on entend, c'est vrai que dans les grosses villes de l'Est, c'est moins le cas. Il faut le reconnaître, ils rentrent du bureau à 22h, à 23h, ils ont une énorme pression, notamment dans le sud, à Shenzhen, parce que justement, il faut développer, il faut rattraper, entre guillemets, l'Occident. Mais dans d'autres villes de 2e et 3e niveau, il y a quand même un certain temps libre, parce qu'on est encore, entre guillemets, détaché de cette course à la croissance. Alors évidemment, il faudra peut-être, tout ça va changer, parce qu'il faudra rattraper le retard, mais on retrouve quand même un cadre de vie beaucoup plus apaisé. Après, ça joue également sur le niveau de vie. Hein. Évidemment, les salaires sont beaucoup moins élevés qu'à l'Est et dans le Sud. Mais comme ça bouge à une vitesse incroyable, la Chine, c'est que, voilà, peut-être que ils vont même pas passer au même niveau que les villes de l'Est. C'est-à-dire qu'ils vont déjà prendre le cadre de vie, les vacances qui arrivent, les voyages, le développement des infrastructures comme les aéroports dans les villes de 2e et 3e niveau font qu'il y a déjà des lignes directes vers la Thaïlande, vers le Népal. Et donc d'autres activités de loisirs se développent automatiquement. Mais c'était vraiment un pays en mouvement. On peut pas le saisir finalement. On le saisit quelques instants, mais et là, je n'ose imaginer quand je vais y retourner après la crise de la Covid, si je peux y retourner un jour. C'est vrai que ça va encore changer. Et une année, on sent déjà le changement. Vous avez utilisé plusieurs fois les termes de ville de 1er, 2e, 3e niveau. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ça? Alors, les villes de 1er à 2e niveau, ça va jusqu'à 5. C'est lié à la population tout d'abord, mais également à la place stratégique que le gouvernement chinois applique à ces villes. S'il y a des zones de libre-échange, s'il y a des aéroports qui doivent être construits, des autoroutes, toutes les infrastructures à l'intérieur de la Chine et qui ont contribué, il faut pas l'oublier, aux nouvelles routes de la soie, c'est le départ, tout ça, parce que il y avait un déficit terrible. Donc voilà, elles sont classées en population, activité, objectifs dans les stratégies de planification du Parti communiste, et donc voilà, elles sont classées et ils essayent de densifier les 2 premières classifications pour montrer qu'ils ont des villes avec une action vraiment internationale, au-delà d'une région, d'une sous-région. Alors justement, on va bientôt s'attaquer au cœur du sujet, aux nouvelles routes de la soie, mais avant, un dernier mot par rapport à l'Observatoire des nouvelles routes de la soie. Est-ce que vous pouvez le présenter rapidement? Vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle est sa finalité? Est-ce que vous vous rémunérez avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à l'Observatoire? Ou est-ce que c'est vraiment une activité extra-professionnelle qui est complètement bénévole pour le moment? Alors, c'est une activité extra-professionnelle qui me prend beaucoup de temps, mais c'est surtout par passion et pour le partage. Le but de l'Observatoire, c'était d'alimenter vraiment le débat public sur cette question et de le faire rentrer dans les questionnements, les discussions au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que je constatais qu'au fil du temps, ça ne bouge pas beaucoup finalement les programmes dans l'enseignement supérieur. C'est toujours l'affrontement Russie, États-Unis, fin de la guerre froide, et le monde bouge et les nouvelles routes de la soie se sont installées. L'acteur chinois est aujourd'hui, c'est une vague rouge comme j'appelle ça, elle est sur tous les continents. Aujourd'hui, elle a supplanté la France en Afrique de l'Ouest, les États-Unis en Amérique latine. Elle
je dirais contrôle presque tous les pays de l'Asie du Sud-Est, contrôle dans le sens où elle est dominante. Donc voilà, c'est ça l'objectif de l'Observatoire, faire connaître ce sujet, en parler. Nous avons donc des bénévoles qui contribuent sur chaque pôle géographique, sur chaque également secteur sur lesquels nous publions. Nous allons chercher des chercheurs sur le terrain qui sont des experts. Certains nous les traduisons s'ils ne sont pas francophones. S'ils sont francophones, nous les partageons et les diffusons. Au niveau de la rémunération, je suis sur fonds propres. Voilà, en tant que directeur, je ne veux pas prêter allégeance au bout des 5 premières années. Après, nous verrons, en fonction de comment on pourra envisager des moyens de rémunération. Mais c'est vraiment d'essayer d'implanter ce sujet de niche aujourd'hui, et on a déjà réussi parce que finalement certains ministères français nous ont sollicités pour des groupes de travail. Dans l'enseignement supérieur, ils nous envoient des stagiaires, certains chefs de pôle des départements, et puis de plus en plus nous sommes cités où nous contribuons, nous accompagnons tout ce qui est travail de master avec les mémoires ou de thèse avec les doctorats. Voilà, et puis on a beaucoup d'idées. On a créé la première carte interactive francophone sur le sujet. Alors évidemment, c'est très vaste parce qu'on en reparlera sûrement, mais le nombre de projets qui approche les 3000 aujourd'hui avec du financement chinois, bon, à suivre, ça demande du temps. Et puis peut-être créer des podcasts un jour. Voilà, essayer par différents canaux de faire réfléchir sur ce sujet. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à 100 000 vues depuis 2 ans, donc c'est que ça intéresse. Alors je sais que dans ces vues, il y a aussi des gens qui ne s'y intéressent pas et qui sont là également par voilà pour nous critiquer notre travail. C'est peut-être aussi l'aspect qui va limiter notre développement. J'ai déjà eu des refus de la part de médias, je dirais comme France Télévision, par exemple, qui m'avait contacté et ensuite annulé à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi. Et sur Twitter, où je suis très actif, c'est vrai que j'ai essayé de passer un autre message sur la Chine, essayer de faire réfléchir au-delà de l'aspect toujours idéologique. Et malgré ça, on est forcément cantonné et ostracisé en permanence, mais c'est aussi un défi. Donc j'aime bien les défis. Alors, je rajoute une question avant de rentrer dans le cœur du sujet. Vu que on parle un petit peu liens médiatiques, censure, etc. Est-ce que vous avez des liens avec le régime chinois? Est-ce que vous êtes admirateur du Parti communiste chinois? Est-ce que vous êtes communiste vous-même? Ce sont des questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre au demeurant. Alors, je suis évidemment en lien avec des médias chinois parce que je ne suis pas naïf, ça peut intéresser le discours que je porte. Après, moi, je n'ai pas de lien à proprement parler, hein, comme j'ai dit, sur les questions de rémunération. Évidemment, tout de suite, on était attaqué sur ce point-là, mais il n'y a pas de lien. Je ne veux pas prêter allégeance ou quoi que ce soit, je suis libre, je veux simplement faire rentrer ce sujet dans les discussions et dans l'actualité parce qu'il va structurer les relations internationales. Admirateur du Parti communiste chinois, je souris. Je reconnais son investissement pour le peuple chinois et pour les peuples de certains pays où la Chine est vraiment engagée, et on en reparlera à travers les projets d'infrastructure. Comme je l'ai dit, j'essaie de me mettre toujours à la place des sociétés et des hommes et des femmes. Et on s'aperçoit que les retombées économiques et sociales sont là, malgré les grands discours sur le piège de la dette, qui est finalement le seul discours qui est capable, que sont capables les États-Unis de dire, de proposer, et ils vont faire peut-être la même chose avec leur dernière actualité au G7, de faire 600 milliards d'investissements. Tant mieux pour les peuples qui vont en profiter, mais là on parlera plus de piège de la dette. Donc non, je n'ai pas de lien. J'ai un discours réaliste au sens des relations internationales que j'ai toujours eu, mais que je peux avoir sur d'autres sujets. Et oui, je le dis, et je l'ai toujours dit, et c'est sûr que ça vaudra ostracisme, quoi que ce soit. Le Parti communiste chinois, il n'y a pas de nouvelle Chine sans le Parti communiste chinois. Ça, c'est un fait. Et tous ceux qui disent le contraire ne connaissent pas les Chinois déjà, et ça, c'est un point fondamental. Ils ne connaissent pas le peuple chinois, ils ne parlent pas avec eux, ils n'ont jamais adressé la parole à des citoyens du quotidien, et de voir le développement qu'il a eu en si peu de temps.
dans un pays qui était quand même, après l'erreur de Mao, dans la pauvreté la plus extrême et qui aujourd'hui dépasse dans certains domaines, notamment les nouvelles technologies, bien d'autres aujourd'hui. Donc oui, il y a de l'admiration, non, mais une certaine reconnaissance des développements qui ont été faits et qui sont cruciaux pour la population. Alors, merci beaucoup pour cette large présentation très intéressante. On va rentrer du coup sur le sujet précisément des nouvelles routes de la soie. Est-ce que vous pouvez présenter de manière assez synthétique, dans les grandes lignes, avant qu'on développe sur plusieurs questions, en quoi consistent les nouvelles routes de la soie, combien de projets il y a en ce moment à peu près, quel type de projet, et on y reviendra après sans doute, mais comment est-ce qu'on caractérise un projet des nouvelles routes de la soie? Comment on sait si ça fait partie des nouvelles routes de la soie ou si c'est juste une initiative d'une entreprise chinoise quelconque? Alors, les nouvelles routes de la soie, donc ça a été lancé en 2013. C'est un discours inaugural sur le sujet des infrastructures à l'université d'Astana, donc au Kazakhstan. Le but premier, c'est de créer de l'interconnectivité entre les continents. C'est ça, via donc des infrastructures. On le rappelle jamais assez parce que nous vivons comme sur un continent où il y a de nombreuses infrastructures, certes vieillissantes, mais il y a un déficit en infrastructures sur plusieurs continents, notamment l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, et même l'Amérique latine aujourd'hui se rapproche de la Chine. Donc voilà, le but affiché, en tout cas dans le projet, c'était celui-ci, et c'était d'apporter la paix via le commerce. Évidemment, avec des infrastructures, le commerce s'accélère, la croissance augmente, les retombées économiques et sociales, si elles sont là, et si les gouvernants l'appliquent, ça peut stabiliser et élever le niveau de vie évidemment des populations. Après, évidemment qu'il y a un intérêt chinois de sécurisation de toutes les denrées alimentaires, de toute l'énergie dont ces usines, ces industries nécessitent. Et évidemment, il y a l'aspect aussi sécuritaire qui va faire que il va sûrement implanter des bases militaires pour sécuriser tous ces corridors, elle est constituée de corridors, ce projet de nouvelle route de la soie, le plus important évidemment par la mer, par la terre et le rail, ça sera de plus en plus compliqué avec les événements récents. Voilà, donc c'est différents corridors et des investissements massifs dans les infrastructures, mais aujourd'hui il n'y a pas que ça. Ça serait trop restreint de parler que des infrastructures lourdes. Il y a plein d'autres projets. Alors qu'est-ce que vous appelez corridor exactement? Parce que si j'ai il n'y a pas de corridor. Alors les corridors, ce sont justement des corridors liés aux infrastructures existantes ou en développement. Les corridors via le rail, les corridors via la route pour les transports routiers et par la mer. Donc ça a pour but justement de stimuler le commerce dans ces zones et normalement de faire un aller-retour. Alors il faut bien le reconnaître, il y a plus d'aller que de retour, mais finalement c'est assez logique. Par exemple avec l'Europe, quand on parlait des trains qui arrivaient pleins et qui repartaient vides, on ne crée plus rien en Europe, donc forcément ils retournent, ils sonnent creux. Voilà. Mais dans des pays comme l'Asie du Sud-Est, là, ils arrivent à être remplis à 2/3, pas complètement. Et pour l'Afrique, c'est souvent évidemment de l'énergie et des denrées alimentaires. Voilà les corridors qui doivent stimuler le commerce. Mais évidemment, je maintiens, si les dirigeants des pays qui développent et qui demandent ces infrastructures, qui demandent ces prêts à la Chine, ne gèrent pas les retombées économiques sur la population, ça ne changera pas grand-chose. Et la Chine n'intervient pas en disant il faut faire ci, il faut faire là, il faut que ça soit développé là. Ils sont pas du tout directifs, contrairement à ce qu'on peut entendre. Alors justement, est-ce que vous pouvez prendre un exemple concret d'un projet des nouvelles routes de la soie et le détailler dans à peu près tout son processus pour qu'on puisse se représenter à peu près les choses? J'imagine que tous les projets ne marchent pas exactement de la même manière. Peut-être qu'il y a des grands types, si vous pouvez en présenter après. Donc voilà, qui lance l'initiative? Est-ce que c'est le gouvernement chinois? Est-ce que c'est un pays qui demande quelque chose? Comment ça va se manifester juridiquement? Qu'est-ce que c'est comme type de contrat? Qui va réaliser le projet? Est-ce que c'est une entreprise chinoise? Est-ce que c'est une entreprise publique chinoise, privée chinoise? Est-ce que c'est une entreprise locale? Etc. Et puis qui travaille aussi, ça c'est important.
Est-ce que on exploite des populations locales? Est-ce qu'on ramène des Chinois dans les pays qui sont concernés? Est-ce que les populations locales sont formées éventuellement? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes Vaste sujet. Alors c'est très difficile de prendre un projet à proprement parler, même pour le décrypter, mais on peut prendre un gros projet, c'est-à-dire l'infrastructure lourde. C'est-à-dire que c'est le plus important et c'est ce qui matérialise finalement les investissements massifs de la Chine, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Par exemple, si on prend un barrage, si on prend une voie ferroviaire, une route, c'est un marché public international. Donc déjà, c'est pas vrai toujours de dire que il n'y a que la Chine qui est sollicitée. C'est que la Chine a un avantage dans ce projet, c'est qu'ils viennent avec une source de financement, avec des ouvriers et avec des entreprises du BTP qui peuvent justement supporter de tels investissements et de telles constructions sur le temps long. Aujourd'hui, quelles entreprises en Europe peuvent envoyer des ouvriers sur le continent africain pendant des années pour construire un barrage? Désolé, je me permets de faire une petite incise. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment fonctionne un marché public international? C'est-à-dire selon quelles règles? Est-ce que c'est à peu près comme le marché public de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut une mise en concurrence? Qu'est-ce qu'il y a comme critères en général? Mais en tout cas, simplement, le marché public, a priori, ça veut dire que c'est un pays qui émet une demande. Exactement, voilà. Et ben, c'est très important, je rebondis là-dessus, c'est une demande. Le pays, le gouvernement, a une demande en infrastructure. Il spécifie les caractéristiques, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maintenance, comment sera financé le projet, quelles sont les retombées économiques qu'il peut y avoir. Je reviendrai sur les questions environnementales. Voilà, c'est un marché public international. Alors évidemment, quasi similaire aux autres, hormis un point, mais qui est quand même fondamental, c'est le taux d'endettement. Le taux d'endettement peut être très très important. Il n'y a pas de limite avec la Chine. Et c'est là que intervient souvent le sujet du piège de la dette. C'est vrai que c'est étalé sur des années, avec des taux d'intérêt, un taux d'endettement très très faible. Donc ça peut poser des soucis sur le long terme. C'est pour ça qu'on parle après de prise en étau, parce que finalement, des projets qui durent déjà peut-être 5 ans de construction, après il y a la maintenance, après il faut rembourser. Ça fait beaucoup. Contrairement à ça, ce serait pas possible avec des marchés publics dans l'Union européenne ou avec la Banque mondiale ou avec des acteurs occidentaux. Ça, c'est certain. Après, ce sont les pays qui s'y engagent. Eux, ils veulent répondre à un besoin pas imminent, mais presque. C'est un retard. Les Européens, les Occidentaux ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils ont tout. Ils comprendront peut-être quand les infrastructures s'effondreront. Mais ils ont ce besoin, et donc la Chine répond à une demande. Mais ils ont un tel avantage par rapport aux autres acteurs, parce qu'il y en a en Asie du Sud-Est, des autres acteurs. On a fait des travaux à l'Observatoire sur la Corée du Sud, sur le Japon, qui intervient aussi en Inde. Mais ils interviennent, comme la France d'ailleurs, en Afrique. On appelle ça dans des projets pays tiers. C'est la Chine, la France et le Sénégal, par exemple. Mais la France intervient sur la maintenance, sur une petite étape du projet. Alors que la Chine a cet avantage, c'est qu'ils peuvent délivrer un projet clé en main, avec la banque, les entreprises, la maintenance aujourd'hui, avec le transfert de technologie, le transfert de connaissances, aujourd'hui, ils peuvent gérer de A à Z. Donc, évidemment, quand il y a le marché public international, il y a un avantage presque évident pour l'acteur chinois. Donc, les autres s'effacent et même ne candidatent même plus pour certains pays en Afrique. Des pays où je rappelle quand même que les entreprises chinoises vont dans des pays pauvres et qui ne sont pas sûrs. L'intérêt derrière, c'est que quand vous êtes partenaire, quand vous avez construit toutes les infrastructures, les hôpitaux, les aéroports, les routes, le rail, etc., bah évidemment, ce que recherche la Chine dans quelques années, et ça c'est évident, c'est avoir un poids aux Nations Unies pour avoir l'ensemble des pays derrière eux et porter leur vision du monde, qui sera évidemment frontalement opposée à celle des États-Unis.
il est assez intéressant, je suis obligé de revenir justement sur l'initiative que propose l'Union européenne, le G7, avec cette communication sur les milliards dans les infrastructures. J'attends de voir. Moi, j'ai déjà répondu à plusieurs sollicitations sur ces questions. J'attends de voir, parce que pour l'instant, il y a le chiffre, il y a rien. Donc voilà, je reviens sur les normes environnementales. 2013-2022, il n'y en a jamais dans les projets portés par la Chine. Ça, c'est un fait. Toutefois, ils sont assez malins. Ils savaient que ça pouvait être un sujet de crispation et surtout de critique de la part des pays occidentaux. Par conséquent, les Chinois font très attention, les entreprises, lors des projets et le développement des projets, au déplacement de population, aux impacts sur la biodiversité. Ils le font inconsciemment. Mais depuis 2015 et les accords de Paris, ça a été réfléchi à un niveau diplomatique. Et aujourd'hui, ils se sont déjà engagés à ne plus exporter de centrales à charbon. Ils veulent exporter des centrales nucléaires. Après, chacun dira si c'est une énergie propre ou pas, mais ça sera eux qui vont en exporter, notamment des centrales. Donc voilà, il y a une prise de conscience et je suis certain que dans les futurs projets, après ces étapes clés là de retrait du charbon, ils ont des grosses entreprises dans l'éolien, dans le photovoltaïque, faut pas oublier les investissements massifs dans le vert. Toute l'Amérique latine est pleine de bus à hydrogène, électrique, dans toutes les villes, comme à Lhasa, capitale du Tibet, pareil. Donc voilà, il y a une exportation d'entreprises dans le domaine vert. Moi, j'appelle ça, c'est les routes de la soie. Hein. C'est pas des infrastructures lourdes, mais c'est lié aux routes de la soie. Parce que ça, on pourra en reparler, tout est étiqueté aujourd'hui, route de la soie. C'est assez malin. Mais alors, du coup, ces projets que vous présentez d'exportation énergétique, par exemple, ce sont également des réponses à des marchés publics internationaux. Non, là c'est plutôt dans le cadre du bilatéral. Tout ce qui est, surtout sur le nucléaire, ça se négocie lors de réunions bilatérales. Mais toujours dans ces réunions, on parle toujours des routes de la soie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, comment définir les projets des routes de la soie? Au départ, je le pouvais, aujourd'hui, je ne peux plus. C'est plus possible. Il y en a plus de 3000, et on en parle à toutes les sauces. C'est-à-dire que, voilà. Donc, comme vous dites, c'est un étiquetage, finalement. Oui, c'est un étiquetage. À un moment, il y a une volonté politique de écrire une nouvelle route de la soie. Exactement. Ça a été fait notamment le plus visible pour les experts entre guillemets, mais moins visible pour le public, c'est en Asie-Pacifique, dans les îlots du Pacifique. C'était des projets qui ont été construits en 2008, entre 2007 et 2010, donc bien avant 2013, et ça a été étiqueté après, a posteriori, donc nouvelle route de la soie. Et c'est le cas un petit peu partout aujourd'hui. Avant les nouvelles routes de la soie, c'était véritablement, le rail, les ports, aéroports. Aujourd'hui, une coopération dans l'éducation, formation professionnelle, c'est le rééquilibrage des routes de la soie en raison du Covid. Aujourd'hui, il y a eu des arrêts de projets, des arrêts de chantier. La Chine s'est réorientée sur la formation professionnelle, notamment en Afrique. Ils ouvrent des instituts presque tous les mois. Ils ont une certaine capacité de s'adapter à la situation, au risque, même sécuritaire. Et puis comme ils sont partout, c'est que voilà, ils arrivent à s'adapter aux besoins de chacun en fonction de la situation. Mais oui, aujourd'hui, c'est un produit marketing, je dirais, au niveau diplomatique. Et 3000 projets, ça commence à faire. Et c'est aussi pour densifier le projet. Hein. C'est souvent quand il y a un ralentissement, parce que entre 2015 et 2018, les grandes heures des nouvelles routes de la soie, il n'y avait pas cet étiquetage. On insistait vraiment sur la communication des grands projets qui allaient retomber avec des retombées économiques, sociales. Mais maintenant qu'on est face à des difficultés grandissantes, là on rattache un petit peu des petites coopérations signées en bilatéral, pas du tout sur des marchés publics, aux routes de la soie. Donc on peut catégoriser là les deux types de projets nouvelles routes de la soie. Le noyau dur qui est celui du développement des grandes infrastructures dans le cadre de réponse à des marchés publics internationaux et des projets un peu périphériques qui peuvent être de différents types mais qui sont des accords bilatéraux en gros. Oui.
quid des entreprises chinoises ou des individus chinois qui vont investir dans des clubs de foot, vont acheter des vignes, vont développer des industries en Afrique. Dans quelle mesure ça existe et est-ce que ça a un rapport avec le groupe de la soie ou plus? Je vais faire une réponse un petit peu spéciale, mais quand ça réussit, ça pourra être dans le cas des nouvelles routes de la soie, et quand ça ne réussit pas, bah on n'en parlera plus. Voilà. Mais c'est vrai que on m'avait interrogé sur James Joe qui avait pris le club d'Auxerre, qui a investi dans une entreprise locale dans Lyon. Non, on peut pas rattacher ça aux nouvelles routes de la soie parce que là, on vient vraiment investir pour créer de l'emploi, créer du profit. Il investit dans le club d'Auxerre par intérêt pour le football aussi. Mais évidemment, si le club réussit un parcours européen ou quoi que ce soit, là, ça pourra être promu par les autorités, comme c'est le cas en Espagne. Voilà, ils investissent dans plusieurs clubs, mais on peut pas rattacher ça aux nouvelles routes de la soie. Du moins, ça serait malvenu. Ça n'a rien à voir. Comme les vignobles, ça, à chaque fois que j'entends ça, bon, c'est une initiative individuelle. Ils veulent acheter un château. Les Américains le font, les Anglais le font. Bah, pourquoi pas les Chinois? Et est-ce que les capitalistes chinois qui ont ce genre d'initiative individuelle ont toute liberté justement pour investir dans les différents pays, pour acheter un château ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'ils doivent avoir un accord préalable du gouvernement? Est-ce qu'ils ont des consignes? Est-ce que ça se fait comme dans tous les autres pays? Non, ils n'ont pas de consignes, ils le font, mais il faut qu'ils fassent très attention à la conséquence sur l'image de la Chine. Ça, c'est très important, ils peuvent se faire taper sur les doigts. Et puis, comme je vous dis, si ça réussit, par exemple en Afrique de l'Est, en Éthiopie, les usines n'étaient pas dans le cadre des nouvelles routes de la soie, c'était des investisseurs privés et qui ont créé de l'emploi, en plus, localement, et ça se déroule très bien, et aujourd'hui, c'est étiqueté nouvelle route de la soie. Bon, après, voilà, chacun aura son idée là-dessus, mais oui, il faut faire quand même une petite frontière entre tous ces projets, sinon ça n'a plus de sens. Et peut-être que c'est ça, il va falloir essayer de canaliser un petit peu qu'est-ce que c'est les routes de la soie pour le porter jusqu'à son aboutissement, parce que je rappelle qu'il y avait eu quand même des gros problèmes de communication sur les nouvelles routes de la soie avec l'acronyme. Ça a commencé par OBOR, One Belt, One Road, et BRI, Belt and Road Initiative, et tout ça en anglais, en français, en italien, en arabe, etc. Et personne n'y comprenait grand-chose. Voilà, donc il y a eu des petits soucis au départ, également côté communication, et ça, le gouvernement et les affaires étrangères ont essayé de recadrer les choses. Qu'en est-il du travail? Comment sont financés comment sont payés les travailleurs? Est-ce que c'est des travailleurs chinois? Est-ce que c'est des travailleurs locaux? Et est-ce que le statut des entreprises est privé ou public? Je suppose que ça change quelque chose. Public, c'est toujours du public. La Chine exporte ses grandes entreprises, donc comme je le disais via les banques. Ils envoient les ouvriers, notamment dans le BTP, et puis même pour les constructions donc de chemins de fer. Ils sont rémunérés par l'entreprise d'État. Il y a rarement des retards de paiement. Lorsqu'il y a des projets où il y a une main-d'œuvre locale, ils sont rémunérés via une filiale qui est créée dans le pays, bien souvent. C'est très rare qu'ils donnent un contrat de l'entreprise chinoise. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre incalculable de filiales dans tous les pays, notamment en Afrique. Très compliqué d'ailleurs pour tout essayer de comprendre les noms dans chaque pays et les relier à des entreprises parfois. Voilà, la rémunération se fait de ce type-là. Après, il y a des problèmes parfois dans le quotidien des travailleurs chinois. C'est pas toujours évident. Il y a eu des revendications, notamment en Algérie, où ils sont nombreux, ils sont près de quand même de 30 000. Et puis après ça dépend du projet, parce que par exemple pour construire la mosquée en Algérie, ça a été plutôt rapide, elle est magnifique. Bref, mais quand c'est un travail de plusieurs années en RDC,
dans des conditions assez compliquées, eh bien là, ils touchent souvent des primes très importantes qui renvoient évidemment à leurs familles en Chine, qui proviennent des régions les plus défavorisées. Donc voilà, il y a une compensation impressionnante. Donc vous n'avez pas une impression, enfin dans votre travail, vous n'avez pas rencontré beaucoup de revendications sociales ou en tout cas qui ont pu bloquer le développement des nouvelles routes de la soie? Non. Justement, on va y travailler sur ce dossier avec des doctorants l'année prochaine sûrement, sur les revendications qu'il y aurait à la fois des populations locales impactées, tout ça, ou à l'intérieur des entreprises. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, on met des primes, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis. Les seuls soucis qu'il y a eu sur les nouvelles routes de la soie sont d'ordre sécuritaire et liés à la pandémie aujourd'hui. Il y a eu des revendications de populations indigènes en Amérique latine, notamment autour des mines, mais c'est une question, est-ce que les mines font partie des nouvelles routes de la soie? Le port et le rail qui vient près de la mine, qui va ramener en Chine les minerais, oui, peut-être, mais la mine en soi, c'est une question. Mais la Chine est très sensible à cela parce que elle joue sur justement la paix par le commerce, ce développement des infrastructures pour les populations. Donc il ne faut pas qu'il y ait de revendications. La plus grosse revendication qu'il y a eu, c'était en Asie centrale, mais c'est lié à des mafias chinoises au Kirghizistan, dans tous ces pays où la corruption est endémique. Voilà, mais c'est souvent des gens des investisseurs qui se détachent de la politique officielle. Ils rentrent dans des projets mafieux dans les pays où ils sont installés. Donc on ne peut pas dire que c'est les nouvelles routes de la soie qui sont entachées, mais ça pourrait les entacher. Alors on va passer à une discussion un peu plus géopolitique. Vous venez de répéter quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui est de dire de promouvoir la paix par le commerce. Vu d'ici, ça fait très discours européiste, c'est par le commerce qu'on va tous se retrouver, ça permet vu qu'on est dépendants les uns des autres, on se fait pas la guerre, etc. Qu'est-ce qui différencie selon vous le commerce chinois du commerce européen, parce qu'il y a quand même un projet qui a l'air plus en bonne dynamique qu'un autre. Qu'est-ce qui, de manière plus générale, distingue l'aide au développement occidentale, traditionnelle de la Banque mondiale, du FMI, des nouvelles routes de la soie? Alors, si je devais répondre à ça, je dirais que les nouvelles routes de la soie, je le répète, répondent à des demandes. Souvent des demandes qui sont vraiment liées au quotidien, liées à un besoin existentiel presque, pour le développement d'un pays. D'ailleurs, quand on analyse les discours, je parle de l'Afrique là, principalement, et même de l'Asie du Sud-Est, des dirigeants, ils disent bien que l'acteur chinois est aujourd'hui incontournable dans le développement de leur pays. On retrouve pas toujours ce discours avec justement l'aide au développement. L'aide au développement est vue comme parfois un puits sans fond, avec des restrictions et une trop grande orientation justement de ces financements. Ils se sentent dépossédés, les pays. Et la Chine joue là-dessus justement, sur le fait que eux ils n'orientent pas les prises de décision des gouvernements. Donc à partir de là, la Chine arrive à tisser, je dirais, entre guillemets, sa toile. Donc c'est cette vague rouge que j'appelle qui avance et qui prend le dessus dans le commerce, parce que quand vous avez construit évidemment les ports, le rail, c'est vous qui êtes prioritaire. Ça va pas être les Européens et les Occidentaux. Qui a une flotte de fret comme la Chine sur mer et sur rail? Très peu de pays. Et aujourd'hui, les différents corridors font que il y a une massification du commerce qui est évidente, avec les pays qui se sont liés. On l'a pas dit, mais il y en a plus de 150 aujourd'hui qui sont liés à l'initiative de la ceinture et la route. Et quand on s'aperçoit de quels sont les pays, évidemment, il y a que les Occidentaux qui sont en dehors de tout ça. Aujourd'hui, l'Amérique latine qui était prise au cou par les États-Unis pour pas rentrer dans ce projet,
tombe de jour en jour dans l'initiative parce qu'il y a des besoins extrêmes. Donc voilà la différence qu'il y a. Et puis il y a ce joug, je dirais, occidental, mais historique. C'est le poids de la colonisation. La Chine ne doit pas et ne va pas faire les mêmes erreurs pour moi. Et parce qu'elle sait très bien qu'une petite vidéo prise sur une mine en Afrique où un ouvrier peut-être est frappé par son chef chinois, c'est terrible au niveau de la communication dans tout le pays. Mais ça, c'est des épisodes vraiment, c'est entre guillemets, c'est très rare. Et c'est ça que veut éviter la Chine, et elle joue sur ce discours. Il faut pas oublier aussi que la Chine a été très proche de tous les pays dans la période de la décolonisation, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est ça la grande différence. Après, l'Europe est quand même une grande puissance et a des moyens d'action importants, mais elle n'est pas coordonnée. Il faut aussi rappeler que la Chine, c'est elle qui dit quoi faire aux banques, alors que en Occident c'est peut-être l'inverse. Et ça, il faut y réfléchir. Ça. Et puis également les entreprises, ils continuent de créer, ils proposent, ils ont quelque chose à offrir. Nous, c'est finalement du financement. Pourquoi faire le fonds, vraiment le puissant fonds, et en plus, à l'intérieur de l'Europe, les populations ne sont pas satisfaites de ça parce que elles souffrent également et elles se paupérisent. Donc ça fait beaucoup d'avantages, surtout pour la Chine, dans tout ça. Voilà. Et alors justement, un peu dans la suite de ce que vous venez de dire, du coup, Xi Jinping a toujours présenté les nouvelles routes de la soie comme quelque chose de gagnant-gagnant. On connaît effectivement le lien historique de la Chine avec la conférence de Bandung, les pays du tiers-monde. Malgré tout ça, est-ce que on peut pas essayer de gratter un petit peu sous le discours occidental qui va parler de l'impérialisme chinois ou de piège de la dette? Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans? Quel est votre regard, vous, là-dessus, sur la mainmise, la domination, voire peut-être l'exploitation de pays subalternes à la Chine par la Chine? Ah oui, ça, c'est sûr que c'est évident que la Chine ne fait pas ça seulement pour les beaux yeux de tous les pays, pour répondre simplement à leurs demandes. Le gagnant-gagnant, les Occidentaux jouent avec cette expression en disant que c'était pas équilibré. Il faut pas voir ça comme quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que gagnant-gagnant, c'est chacun gagne quelque chose à son niveau. Il paraît assez évident qu'un pays, justement, 55 Bandung, les non-alignés, etc., les pays en développement n'ont pas les mêmes prétentions que la Chine. La Chine, elle veut quoi? Elle veut avoir un pays ami, elle veut dominer le commerce dans ce pays, et elle veut que ce pays vote pour elle dans tout ce qui va se passer aux Nations Unies. Donc, elle a ce qu'elle veut. Et l'autre pays, je mets toujours comme ça, parce que oui, la Chine gagne forcément plus que le pays. Mais le pays, lui, peut-être qu'il considère, je ne sais pas ça, je n'ai pas la prétention de savoir, mais on répond à sa demande, en infrastructure, en développement, hôpitaux, écoles, formation, etc. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Finalement, la Chine fait ce que les Occidentaux ont fait, c'est la vérité, pendant la colonisation, dans certains domaines, hein, de la santé, de l'éducation. Mais elle le fait différemment. Donc ça passe beaucoup mieux, évidemment, il n'y a pas la violence et l'ostracisme. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Pour moi, tout le monde est gagnant, oui, mais pas au même niveau. Ça, c'est sûr, il faut le reconnaître. Ils travaillent sur le temps long. Hein. Les Chinois travaillent sur le temps long, le pragmatisme, le réalisme. Ils ne font pas quelque chose par hasard. Un Chinois fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Ça, c'est évident, et même eux, enfin voilà, ils vont pas le dire, mais tout le monde le sait. Donc, je sais pas, chacun est libre d'interpréter ce gagnant-gagnant. Moi, je mets gagnant-gagnant comme ça. Mais chacun a quelque chose, et c'est fait surtout de manière assez, dans le sens équitable. Il n'y a pas de pression. C'est faux de le dire, hein. Il faut relire les discours du président du Nigeria, du président du Mozambique, du Zimbabwe. Enfin, voilà. Ils ont mis la pression, ils ont convoqué des ambassadeurs chinois parce que ça n'avançait pas assez vite certains projets. Quand ils ont voulu renégocier des financements, ils ont réussi à le faire pour certains. Ça, ce n'est jamais mentionné dans les médias ou dans les travaux occidentaux, ou très rarement. Il y a la question du Sri Lanka, si je ne me trompe pas, où il y a eu des problèmes oui. au niveau de l'importance de la dette, justement. Oui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que, justement, la Chine
ce monde compréhensif ou est-ce qu'au contraire, elle asphyxie un peu le Sri Lanka? Alors le cas du Sri Lanka, oui, c'était par rapport au port d'Ambambota. Alors je ne sais pas si je prononce très bien, mais voilà, c'était ce port qui avait justement qui revenait à la Chine pendant près de 100 ans. Évidemment, quand on entend ça, on se dit que c'est presque tout le pays qui va être sous la mainmise de Pékin. Mais finalement, aujourd'hui, le Sri Lanka ne va pas mieux économiquement. Ils sont dans une banqueroute. Et c'était intéressant de savoir s'ils allaient se tourner vers les États-Unis, vers la Banque mondiale, vers l'Union européenne, vers l'Inde. Et finalement, même pendant la crise, c'est ça qui était assez fascinant, c'est que ils se sont tournés vers la Chine pour renégocier tous les contrats, toutes les dettes. La Chine a étalé. Alors après, c'est vicieux parce qu'ils étalent. Donc forcément, ils seront toujours là. Mais c'est assez, je sais pas comment le dire, ironique peut-être, mais tout le monde critiquait la Chine. Quand ils ont fait banqueroute, le Sri Lanka, ils ont pointé, oui, vous voyez, c'est comme ça. Et là, il y a eu un changement un peu comme chez nous, de politique, de gouvernement. Et le nouveau gouvernement s'est rapproché de la Chine pour renégocier. Acteur incontournable. Moi, je dis toujours ça, acteur incontournable. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, personne ne peut faire ce qu'ils font à l'international dans ces domaines. Après, attention, évidemment, si un jour ils font l'erreur de faire ce que font les États-Unis, c'est-à-dire de l'ingérence permanente, peut-être, chaque empire s'éteint un jour. Donc, il n'y a pas de contrepartie financière ou politique. Les travailleurs sont payés plus ou moins correctement pour le moment, il n'y a pas trop de revendications sociales. Les présidents des différents pays sont contents. Pour le moment, la Chine fait très attention à son image, etc. Donc pour le moment, c'est très bien cadré. Vu que dans l'ensemble, c'est quand même un grand projet de développement pour servir le commerce chinois aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impérialisme culturel, entre guillemets, c'est un peu un mot compliqué, c'est-à-dire au sens plan Marshall. C'est-à-dire, les Chinois vont tellement produire, vont écouler leur surproduction dans les différents pays, marchandises chinoises, peut-être cinéma chinois, peut-être le Chinese way of life. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pensé par les Chinois eux-mêmes ou pas du tout? Très intéressant, oui, en effet. La comparaison avec le plan Marshall est très intéressante et je dirais c'est de fait. C'est-à-dire que nous, on a baigné dans les produits américains, dans le cinéma américain, ce qui a fait des générations de gens qui n'ont pas toujours réussi à se détacher de ce que faisait l'Amérique et si c'était dans notre intérêt. Et là, ça va être pareil. C'est logique quand vous avez des applications chinoises, des produits chinois. Par exemple, à Noël, dans certains pays chrétiens, ils n'avaient pas de cadeaux. Ils en avaient. C'était petites choses, mais forcément, et ça sera identique à nous, et c'est recherché évidemment. Peut-être pas au premier plan, ils vont pas l'afficher, mais c'est recherché. Devenir le partenaire incontournable dans tous les domaines. Et oui, culturellement, ils vont évidemment produire des cinémas, des séries, des applications, des bouquins, une façon de penser. Mais attention à ça. Attention, parce qu'ils ont joué là-dessus pour critiquer justement l'ingérence même culturelle des États-Unis, d'un impérialisme, pas tomber dans le même, au risque de périr. Mais ils sont en avance sur beaucoup de domaines, ce qui fait que, et notamment dans les domaines, je le répète, des nouvelles technologies, et ça, c'est le 21e siècle. Donc aujourd'hui, la nouvelle technologie chinoise, on la voit déjà en avance dans les projets d'infrastructure, ce qui maintenant, je ne connais pas bien le domaine, mais ils mettent déjà leurs produits à eux, leurs connaissances à eux, et ils exportent en Asie du Sud-Est. Pareil, les applications, comme vous dites, ils vont travailler sur des applications chinoises. Ils vont avoir un lien permanent dans le quotidien qui va faire que, oui, de fait, ils auront une influence chinoise. Alors la France, qui est dans le camp occidental, comme on dit habituellement, oui. Quel regard elle porte sur la BRI et dans quelle mesure est-ce qu'elle est impliquée dans ce projet BRI, Belt and Road Initiative? Alors la France, faut remonter, je dirais, un petit peu dans le temps.
quand on a lancé l'initiative, il n'y avait aucune connaissance du sujet dans les chancelleries et dans la chancellerie européenne, mais française, c'est pareil. C'était autour de 2017, en 2018, où il y a eu les rencontres, etc., avec Emmanuel Macron, avec Xi Jinping. Ils en ont parlé. Il y avait Laurent Fabius qui s'est exprimé sur le sujet. Il a dit que c'était très bien. Mais ils voyaient ça dans le sens des entreprises, du développement, des opportunités pour les entreprises qui créaient rien, qui exportaient rien. Mais après, ils ont vite pris une douche froide parce qu'ils se sont aperçus que dans leur discours de dire nous voulons que les wagons soient remplis à plein pour les renvoyer en Chine, c'était pas possible. Voilà. Donc à partir de là, ils sont tombés dans le discours idéologique de dire que attention, les pays vont être influencés par la Chine via ces projets, attention à l'endettement. Le discours européen, américain, occidental, et ça va pas s'arranger avec ce qui se passe actuellement. Donc la France, voilà, a vu ça une opportunité pour les entreprises, simplement ça. Évidemment, on n'a pas des besoins en infrastructures massifs comme ces pays du tiers-monde, j'aime pas l'expression, mais ces pays en voie de développement. Donc à partir de là, il y a eu des petits projets, des initiatives. On peut parler du port de Marseille, qui est, je dirais, le projet le plus emblématique, parce qu'en effet, là, c'est un maillage vraiment de la route de la soie maritime. Cosco qui investit, mais ils ont été confrontés tout de suite à des problématiques franco-françaises. Le poids des syndicats est un frein terrible pour la Chine. Et ça sera pareil pour le rail, avec la SNCF, qui a en effet, sous le coup du gouvernement Macron et Castex, réinvesti dans le fret, enfin, il faut le reconnaître. C'est pas assez, ça ne sera jamais assez, mais c'était très important. Et la Chine s'y intéresse. Alors après, c'est pas de notre faute. La France, c'est l'ouest de l'Europe. Donc on n'a pas une place stratégique pour le rail par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas et surtout par rapport à l'Allemagne, le pays le plus hypocrite d'Europe, qui ne rejoint pas les routes de la soie, mais qui est installé depuis presque 8 années. Depuis Duisbourg, comme je le répète, il y avait je sais pas combien de trains qui partaient chaque semaine vers la Chine et inversement. Donc ils participent de fait, ils sont dans les routes de la soie, l'Allemagne. Plus maintenant, évidemment, avec les événements ukrainiens. Voilà, donc la difficulté de la France, c'est ça, c'est de trouver sa place idéologique, problème d'infrastructure, le Lyon-Turin qui patine, alors que ça pourrait être une voie parfaite avec le sud, avec l'Italie. Alors après, on se concentre sur des projets qui sont labellisés BRI, mais qui sont plutôt au niveau des collectivités territoriales, au niveau des applications, au niveau de la recherche, avec le CNRS. Ça reste très limité, mais il y a une réflexion malgré tout, intéressante. Est-ce que la coopération sur la fusion nucléaire ITER est labellisée de route de la soie? Non, parce que la France ne le veut pas et la Chine n'oserait pas, mais on pourrait considérer que c'est une coopération à ce niveau-là. Après, il y a eu une proposition de la Chine à la France pour rejoindre les nouvelles routes de la soie. Alors 2017 ou 2018, je me rappelle jamais, mais ça a été évidemment repoussé pour des questions, je dirais, de camp occidental, idéologique, et aussi la France ne fait pas ce qu'elle veut au niveau européen. Et aujourd'hui, si on prend toutes les normes européennes sur les projets, sur les coopérations, c'est impossible de travailler avec la Chine dans le cadre même sur le territoire français. Ça va être difficile sur les infrastructures, c'est impossible. C'est pour ça qu'on travaille avec eux en Afrique, au Sénégal. On était les premiers partenaires, maintenant on est deuxième. C'est quand même fou, parce que au Sénégal, on a l'impression d'être en France par endroits. Donc ça fait réfléchir, mais la France ne s'intégrera pas aux nouvelles routes de la soie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la France? De toute façon, là, avec les événements ukrainiens, c'est terminé. Les routes de la soie terrestre viennent de prendre un gros coup. Ce serait intéressant, justement, de dire comment la Chine va s'en sortir de cette situation en Ukraine. Alors, on va venir sur la question ukrainienne, mais une dernière question avant. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du contre-projet qui a été évoqué au G7 de 600 milliards d'euros? Est-ce que ça a un rapport aussi avec les projets japonais et indiens, je crois, Oui. qui avaient été proposés
Oui, c'est en lien. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des contre-projets qui ont été développés dans le discours, je rappelle, toujours, seulement à l'étape du discours. Des grosses sommes qui sont proposées, mais aujourd'hui, je le répète, les entreprises ne peuvent pas suivre. Il va bien falloir envoyer des ingénieurs, mais des ingénieurs pas plus. Il y aura des ingénieurs, mais comment construire tout ça ça sera très restreint et dans des pays, pas autant de pays que la Chine le fait aujourd'hui. Donc, je vous dis, je suis très dubitatif de tous ces contre-projets. C'est surtout de la communication internationale pour dire nous sommes là, nous allons essayer de combler. La Chine est là depuis 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. J'ai de gros doutes, mais oui, c'est pour contrer en effet l'influence de la Chine dans les infrastructures. Après, le Japon est très impliqué en Inde. Hein. Le Japon aide énormément l'Inde parce que l'Inde est encerclée avec le corridor sino-pakistanais qui est le grand projet, d'ailleurs que personne connaît, des nouvelles routes de la soie. C'est celui qui a reçu, et c'est le plus complet, rail, terre, mer, photovoltaïque, nucléaire, éolien, hôpital, aéroport. Et s'il est rattaché avec l'Afghanistan, bon, instable évidemment, de fait, mais l'Inde est encerclée, avec le Bangladesh qui peut se raccorder également aux nouvelles routes de la soie. Donc voilà, tous ces projets vont essayer d'intervenir, le camp occidental va essayer d'intervenir, mais est-ce qu'il n'y aura pas des frictions? Est-ce qu'il n'y aura pas... Le mieux, ça serait une coopération globale, ça serait la plus belle des choses, mais bon. Est-ce qu'il est prévu de mettre des bases militaires dans ces corridors maritimes? Alors, la Chine a seulement une base, pour l'instant, à Djibouti, mais finalement tout le monde a une base à Djibouti, comme je le dis souvent, donc c'est presque normal. Là, actuellement, c'est le Cambodge, évidemment, qui a une possibilité d'installation dans un port en eau profonde, c'est possible, surtout que les dirigeants ne seraient pas contre. En Asie centrale, ça peut être au Tadjikistan, mais attention, la Russie, avec une visite dernièrement, essaye quand même de freiner des deux fers parce que voilà, les quatre fers, je sais pas comment on dit. Donc voilà, il y a une ambition évidemment, mais c'est normal parce qu'il va falloir sécuriser quand même à un moment dans un monde aussi instable, on le voit. Et je pense que l'Ukraine a refroidi un petit peu la Chine. Moi, je suis impatient d'avancer dans le calendrier justement pour savoir comment ça va se dérouler. Alors l'Ukraine justement, la Chine a un partenariat oui, avec l'Ukraine pour les nouvelles routes de la soie. La Chine est plutôt, même si elle essaie d'être la plus neutre possible dans ses prises de position diplomatiques, Xi Jinping a quand même dit que la Chine entretenait une amitié sans limite avec la Russie. Comment la Chine, selon vous, va faire pour se dépêtrer de ce terrain? Est-ce qu'elle va devoir rompre un lien, soit le lien économique d'infrastructure avec l'Ukraine, soit le lien diplomatique avec la Russie, qui est sans doute très important pour elle et pour la Russie? Oui. Comment vous voyez les choses? Alors c'est très compliqué de parler de l'histoire qui se joue actuellement, mais c'est vrai que l'invasion, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, de la Russie en Ukraine pose quand même pas mal de problèmes à la Chine, parce que la Chine a été le pays qui a porté au niveau international la question de la souveraineté territoriale. Donc forcément, je ne sais pas ce qu'ils ont gagné en échange dans les discussions, mais la Chine n'a rien pu faire pour arrêter l'ambition de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Il a réussi une chose, c'est qu'il n'envahisse pas l'Ukraine pendant les Jeux Olympiques. C'est la seule chose, voilà, qu'il a réussi à mettre en place. Après, oui, comment la Chine va s'en sortir? Ils n'ont pas soutenu, mais ils soutiennent finalement. Le silence vous soutient. Est-ce qu'ils ont des garanties sur d'autres sujets
comme Taïwan ou quoi que ce soit dans les années à venir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce duo aujourd'hui ne va pas se détacher. Ça serait une folie même pour la Chine, parce que les approvisionnements énergétiques qui ont été triplés là dans les derniers mois entre la Russie et la Chine fait qu'ils sont interdépendants aujourd'hui. Et cette relation, voilà, qui a été affichée tout au long des dernières années, perdurera. Mais c'est vrai que avec les événements en Ukraine, il est quand même intéressant de revenir sur la relation, parce que la Chine avait investi énormément d'argent en Ukraine. Tout le monde l'oublie un petit peu, mais les ports ukrainiens, c'était vraiment le cœur de la deuxième phase de développement des routes de la soie en Ukraine. Hormis les investissements qu'il y avait eu dans les denrées alimentaires, d'ailleurs c'était une entreprise du Xinjiang qui avait loué 100 000 hectares pour les denrées alimentaires, céréales, orge notamment. Donc là, tout est tombé vraiment dans les oubliettes de l'histoire, et la Chine va devoir s'en sortir, mais ça sera très très compliqué. Sur le discours, je suis curieux. Là, je préfère pas faire de suppositions ou quoi que ce soit, parce que comment maintenir le discours de la souveraineté territoriale après ce qui s'est passé. Donc ils vont réorienter les nouvelles routes de la soie terrestre, c'est déjà fait, ça heureusement, c'est grâce à la richesse des corridors. Aujourd'hui ça passe par le Caucase, la mer Caspienne, tout est redirigé par là, ça va demander des nouveaux investissements massifs sur les rails. D'autres pays vont s'y intégrer, notamment la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran. Compliqué avec les sanctions, ça va être comme avec la Russie, hein, c'est très compliqué de développer des choses. Si ça s'arrête en Iran, ça va, ça peut pas aller plus loin, quoi. Ça peut que s'arrêter en Iran. Voilà, les routes de la soie terrestre, c'est terminé. Mais ce qui tombe avec pour la Chine, c'est tous les pays d'Europe de l'Est. Hein. Là, il va y avoir un revirement, parce que ce silence, pour eux, c'est un soutien à la Russie. Est-ce que les pays d'Europe de l'Est ne vont pas quand même maintenir leur coopération avec le Chinois? Bah déjà depuis quelques années, on voit que ça baisse grandement, hein, parce que c'est des démocraties, il y a des votes, enfin voilà, il y a des changements de gouvernement qui font que là on a des politiques qui sont dans un affrontement, dans une opposition à la Russie, qui considèrent que voilà, la Chine c'est exactement pareil, c'est un régime autoritaire, et ils ont déjà cassé plusieurs contrats. Les entreprises chinoises sont un petit peu dépestiférées depuis quelques années, et ça va s'accentuer. Là c'est le non-retour hein, aujourd'hui. Hein. Les deux blocs, ça va être le rideau de fer puissance. C'est un peu le moment, notamment pour les pays d'Europe de l'Est, de vraiment choisir définitivement exactement. entre le camp européen atlantiste et le camp sino-russe. Exactement. Et là aujourd'hui, à part la Serbie qui est normalement du côté de la Russie et de la Chine, avec les relations, la coopération, même la dépendance aujourd'hui, mais qui veut en même temps se rapprocher avec un projet européen, de l'Union européenne, donc c'est très curieux, mais ça ressemble à l'Ukraine d'avant 2014. Oui, ça fait peur. Ça se rapproche. Mais voilà, c'est vrai que je suis curieux de la Chine. Mais la Chine, là, j'ai un autre problème, c'est le Covid. Hein. On le rappelle pas assez, mais c'est le seul pays qui applique le zéro Covid, et Xi Jinping qui est allé à Hong Kong ces derniers jours pour célébrer les 25 ans de la rétrocession a réitéré. C'était la meilleure stratégie, il ne faut pas suivre. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures hospitalières que les pays européens et occidentaux. Bon, je suis pas sûr qu'il est venu visiter un petit peu les infrastructures, mais qui sont en chute libre aussi. Mais c'est vrai, avec une population pareille et dans des régions pauvres, ça n'aurait jamais pu tenir. Après, sur d'autres villes de l'Est, je ne sais pas. Mais ça va chambouler aussi grandement, parce que les étrangers partent aujourd'hui de la Chine, c'est un fait. Et c'est jamais bon quand un pays se referme. Le Japon, on l'a vu, c'était pas bon. La Chine a cette tradition de se refermer. Attention, quand même. Quand on porte un discours d'ouverture, on ne peut pas se refermer sur soi, donc c'est compliqué. Ça me paraît être une belle conclusion entre projet d'ouverture des nouvelles routes de la soie de la Chine et le contexte géopolitique qui amène à clôturer
les différentes zones d'influence. Merci beaucoup Adrien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était très bien. Merci encore pour l'invitation. Eh bien, merci.